Thank you so much. Next up, we will move on to the final panel of the night. It's called Writing in Francophone, Africa Trends and Issues. It features Sami Chak from Togo and Thierry Monenebo, and it'll be facilitated by Bernard Demeyer, and they'll be joined by translator Rachel Macha. Guys, would you mind coming up? Bonsoir. Good evening. No one speaks English here. Sani Bonani. Writing in Francophone Africa, Trends and Issue. One could question the notion of Francophone Africa in the field of, in a literary context, as it is a group of many countries. It's a large area, and each country, of course, has its own individual aspects. But they share, during the 20th century, they share the same history, and that history has influenced the writing. Just a few elements. You all have heard about the Negritude movement in the 1930s, first awakening of consciousness based on African values. Discourse became, after that, more and more political during the struggle for independence. A next period after the euphoria of the independence in the around 1960, very quickly this turned quite sour. It was the period of disenchantment, the dictatorships and etc. With the two very well-known novels, the one by Amadou Kourouma, Sons of Independence, and Yambo Wologem, Bound to Violence. And it's only around the 1980s, I think, that French or literature in French from Africa did have a huge development. First by the introduction of women writers. You all know, of course, Such a Long Letter by Mariam Abba, which dates from 1979. Exploration of new genres like the political, like the detective novel, and so on. More later, 1990s, I think the literature was influenced by what's happening in the world, globalization, the highways of technology, of information technology, post-colonialism as a discourse, but also what has influenced many writers is a huge event that happened exactly 20 years ago, the genocide in Rwanda, which ironically happened at the same time when South Africa became a democratic country. So I would like to, I'm very happy to discuss about Francophone literature, to have Sami Chak and Tierno Monenembo with us here this evening. They are two very well-known writers in the French-speaking world, but maybe not as well-known here. So if you allow me to just say a few words on them. First, well, let's start with Tierno. Well, in the program, of course, you have his biography and you have some information there. But I would say for him, the main themes in his work are history, especially the history of his own people, the Pulo people, exile, displacement, otherness, and those are the themes in all his novels. His two last novels, the one has been translated. It's The King of Kahel. I've got it there, but I'm not going to reach to it now. And the last novel, which is called the
the English title is An African Terrorist, which relates the story of a Ghanaian person who was in France and was actually leading the resistance against the Nazi invasion in the Vosges region in eastern part of France. Sami Chak, he's from, well, Tierno, of course, is from Guinea. Sami Chak, he's from Togo, where he published at a young age his first novel called Femme Infidèle, unfaithful. I don't know if it's woman or wife because it's the same word in French. Both. Okay. And he's a sociologist. He got a PhD in sociology and was focused his research on female sexuality and related women's issues in Africa. And was, for instance, at the forefront on the fight or putting AIDS on the agenda when it was still not fashionable to do so. He came then back to writing, and his training as a sociologist is really very visible in his work. And most of his works, the titles are also, it's on the program, will deal with marginal characters in deprived societies, and so people really living on the margin of society. So I'm moving to French now. Bonsoir Sami, bonsoir Tierno. Mais commençons avec le génocide du Rwanda. Tierno, vous avez participé au festival littéraire Écrire par devoir de mémoire en 1994, et à la suite duquel un roman a apparu, le dernier des orphelins. Et Sami, si je comprends bien, votre prochain roman va parler du génocide. Alors la question, est-ce qu'on peut parler du génocide? Comment est-ce qu'on en parle? Et comment peut-être ça a influencé toute la littérature? Comme le dit Patrice Ganagne, on ne peut plus écrire en Afrique après le génocide, comme avant, comme si le génocide n'avait pas eu lieu. On commence peut-être avec Tierno, puisque le roman est déjà publié. Oui. Should I translate the question? Okay, merci. Just translate the question. So the question is regarding the genocide in Rwanda. So Tierno, you participated in a festival of literature, and it was about memory in '94 after the genocide, and that led to the novel Le Dernier des Orphelins, which is the last of the orphans, which is on the Rwandan genocide. And Sami, I believe your next novel is also on the Rwandan genocide. So the question is, how can we speak about Rwanda? There are some writers who said that now that the Rwandan genocide happened, we can't write as we used to before as African writers. So the question is, does comment on this? Alors, je pense qu'il faut peser ces mots. Le mot festival convient très mal à la situation. Nous ne sommes pas venus au Rwanda pour faire un festival littéraire. Nous sommes venus au Rwanda pour peser un deuil, si jamais le deuil a un poids. Dans un contexte très difficile, très douloureux. Quelle est la question? Comment faire en sorte que la douleur soit expressive? Comment transformer la douleur en mots? Comment faire en sorte que les morts deviennent des mots? C'est pas difficile, c'est pas facile du tout à faire. Moi, j'ai pas voulu aller au Rwanda de moi-même. On m'a invité. C'était un projet créé par d'autres personnes. Je me suis fait embarquer, je suis venu une première fois en 1998 plutôt, et j'étais tellement blessé par ce que j'ai vu que je n'ai pas pu écrire un seul mot. J'ai dit aux gens, mais pourquoi il faut venir? Ce sujet ne m'inspire pas, il m'empêche de dormir, il m'empêche de manger. Et ensuite, ils m'ont dit, reviens l'année suivante. Je suis revenu en 1998. Là, j'ai pu, peut-être en m'inspirant d'un fait divers d'un enfant que j'ai observé au Rwanda, écrit ce roman qui s'appelle Les Orphelins. Ce n'est pas de festival, c'est vraiment de deuil.
So I think we must use words very carefully. In the case of the Rwandan literary event, it was not a festival, but rather a very painful experience. It was more of a collective mourning. So the question is, how can pain be expressed in an expressive and creative way, and how can it be translated into words? So in the first place, he did not want to go to Rwanda. He was invited in '98 for that event, and he was very hurt by what he saw. He couldn't write, he couldn't eat, he couldn't sleep. So eventually, a year later, he returned, and that's where he met the boy who happened to form the basis for the character of the orphan in the novel. Samy? Oui, pour moi, c'est un peu plus différent puisqu'il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées. Et je pense que toutes les tragédies deviennent des sujets littéraires. On a écrit sur l'apartheid, on a écrit sur le nazisme, on a écrit sur les massacres dans d'autres pays africains, on a écrit sur le massacre d'une partie des peuples camerounais par les Français, on a écrit sur les massacres des Malgaches, sur l'Algérie. Pour l'écrivain, toutes les tragédies deviennent un sujet intéressant, au sens peut-être même d'opportunité, c'est cruel de le dire, mais c'est quand même comme ça. Quand le temps passe, on est peut-être un peu plus libéré par le poids de ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a une chose qu'on ne dit pas. Quand les écrivains africains, dont Thierno, sont allés au Rwanda, 98, c'était quand même un peu proche, trop proche de ce qui s'est passé. Moi, de tous les livres qui ont été écrits, si je les ai lus avec plaisir, j'ai retenu une question qu'une Rwandaise a posée à un des écrivains, à Monique Ilbudo. Elle posait les questions, parce qu'elle veut de la matière, et elle n'a pas répondu à ces questions. Elle lui a dit, et vous vous souvenez quand même tous de cette question, au moment où on nous tuait, où étiez-vous? C'est-à-dire, quand c'est encore chaud, que quelqu'un qui arrive sur un terrain où il pense qu'il va écrire un livre pour faire le deuil ou pour aider à oublier, et qu'il entend cette question au moment où on nous tuait, où étiez-vous? Je pense qu'en ce moment-là, la littérature devient relativement, disons, dérisoire, ne serait qu'à cet instant-là. Et je pense que c'est parce qu'avec le temps qui passe, elle devient encore plus dérisoire qu'on peut se permettre d'écrire sur des tragédies comme le génocide. So I had quite a different experience because the years have passed by the time I went to Rwanda. So we wrote on apartheid, we wrote on the Nazi genocide, on the Roman massacres by the French, on Madagascar and so on. So there's many tragedies that happened and that have been written about, depending on the time lapsed. So when the time passes, he believes that we are freed from a certain weight that is attached to the event. So when in '98 these writers went to Rwanda, it was very recent. So what he remembers is a question that was asked, or rather a comment from a participant to one of the writers. She said, when they were killing us, where were you? So in that sense, this question really made literature sound almost superfluous. So the time that passes really helps to be able to write about things. Cette question n'a pas été posée à Monique Ilbudo, c'est pas vrai, elle a été posée à nous tous. À vous tous. J'étais dans la salle et j'ai eu ma réponse. J'ai dit, où est-ce que vous étiez, vous, quand Sékou Touré tuait 50 000 Guinéens au Cambaro? La question est universelle. Où est l'être humain quand on tue l'homme? Où étaient les Africains ou le reste de l'humanité quand il y avait l'apartheid en Afrique du Sud? Où étaient les êtres humains quand on tuait les Juifs au Suisse? Qu'est-ce que la conscience humaine? Est-ce que l'humanité est capable d'avoir une conscience collective? Ce n'est pas un drame, c'est une question presque philosophique, qui aurait une réponse sur des générations et des générations. Qu'est-ce que la douleur humaine pour l'autre humain? Quand tu tues l'autre, qui es-tu là-dedans? Voilà le problème. Et ça, on ne va pas se renvoyer la balle tout le temps. Il faut bien un jour que, effectivement, peut-être que l'art peut arriver
non pas à régler les problèmes, au moins à poser les questions, ce qui est déjà un début, et surtout à faire en sorte... Moi, je pense que quand j'écris ce roman, je suis rwandais, j'ai l'impression qu'en l'écrivant, je supportais mieux la vie. En tout cas, je comprenais mieux la douleur rwandaise et je la supportais mieux. Elle est inexplicable, elle est insupportable, mais en fait, la littérature, l'art permet de supporter les choses. Les mots permettent, quand on nomme quelque chose, quand on nomme la douleur, elle devient plus supportable. Exactement comme on met un pansement sur une plaie. Supportable pour... So he was saying that this question was actually asked, this question about where were you when you were killing us, it was the question that was asked to all the writers present, and he answered it by saying that he returned the question asking, but where were you when there were tragedies happening in my country, in Guinea? Where were you during apartheid? Where were you? So there's all these tragedies that happen. So he says it's a philosophical question, really, and what is that the root of it is what is the human suffering for other humans? So he says we cannot throw the ball in other camp forever. We have to address it. And when he wrote his novel, he got to understand Rwanda much better because he says the literature helps to cope. And when we put a name on things, when we put things into words, it really helps to cope and to understand better. J'allais ajouter peut-être une chose. Je pense quand même que la littérature permet de supporter ce genre de choses pour l'écrivain. Assez souvent, c'est plutôt lui qui pense que ça lui rend un service. Au moment où il écrit, le temps que son livre sorte, qu'il devienne un produit commercial pour l'éditeur, puisque pour l'éditeur, c'est quand même un produit commercial, surtout s'il y a un prix. Les tragédies continuent. Le Rwanda a engendré une tragédie. Au Congo, ça continue jusqu'à présent. On écrira encore des livres, mais ça continuera. Vous savez, excusez-moi, excusez-moi. So literature allows the writer to cope with events. So when the writer writes, he's alone with the events and so on. But after the book is published, the tragedy continues. So in a way, the literature helps the writer himself. Je vous assure que dans une telle situation, on ne pense ni au roman, ni à l'éditeur, ni à la publication. C'est autre chose qui se passe. Est-ce que je dois parler déjà? On arrive 4 ans après le génocide. Et effectivement, c'est le médecin après la mort. Et qu'est-ce qu'un écrivain peut faire devant un tel drame? Quelle est l'efficacité d'un écrivain devant la douleur humaine? C'est pas grand-chose. Kierkegaard le disait, qu'est-ce qu'on peut faire devant... on ne peut que constater la démolition de la société. Voilà. Et ce qu'on a fait au Rwanda, c'est constater la mort provisoire au moins du Rwanda. Et ce n'est pas une question d'édition, c'est une question de douleur humaine. Ce n'est pas l'écrivain à ce moment-là qui est présent, c'est toi-même. C'est l'être humain qui est présent. Quand tu vois 1 million de crânes humains, j'ai eu comment appeler ça, un témoignage pour moi le plus douloureux que j'ai jamais vu sur la terre. Une jeune fille est venue nous voir. Cette jeune fille a posé la question à Monique Blé, à moi-même, à tous les autres. Où étiez-vous quand nous mourions? Il y a ça même la dans jeune fille dans avait, le film. Elle avait des blessures sur la tête. Il nous a dit, avec son père et sa mère, il nous a dit, moi je suis de père Hutu et de mère Tutsi. Ils sont venus mettre une croix sur notre maison, parce qu'il y avait des croix rouges sur la maison pour que le génocide. Mon père m'a dit, puisqu'il veut nous tuer, je ne vais pas les laisser nous tuer, mieux vaut qu'on meure ensemble. Mon père m'a dit, écoute, tu es ma fille préférée. Je te tué d'abord toi. Après, j'ai tué tous les autres et je me suis suicidé. En tout cas, nous ne tuerons pas nous. Il a commencé à tuer sa fille. Les gens sont passés devant leur maison sans entrer dans leur maison. Ils ont tous survécu, sauf les blessures de cette fille. C'est la chose la plus terrible qui puisse exister. So he says that in such a situation, we don't think about the novel, we don't think about the publisher and so on. So what we ask ourselves is how can we write, or can we even write? And what can a writer do in the face of such a tragedy? So we can only observe the facts and observe the situation.
The human pain is really at the center of this experience, and we experience it not as a writer, but really as a human being. He heard a testimony, which he says is the saddest thing he's ever heard, when the girl who had a wound in her head, she was present when the writers were speaking, and she said, my mother was a Hutu, my father was a Tutsi, and they marked our house as one of the houses that needed that was going to be attacked. And my father said, you are my favorite daughter, I'll kill you first, and then I'll kill all the family, and then I'll end up with myself. And finally, they heard the footsteps in the streets, and they just walked past the house. So that was the testimony of the girl that he met there. And it's the father who actually did hit the daughter, so the marks is because of the father. So the marks are from the father, because he had started. Oui, juste un petit truc, parce qu'on va changer. Oui, parce que j'allais dire, parfois, au-delà des écrivains, ceux qui ont écrit des textes avec l'idée de changer la société, c'est-à-dire des textes très engagés, ont joué un rôle dans des pays où les gens ne s'en rendent même pas compte. Hier, nous en parlions avec toi. Je pense que beaucoup de Sud-Africains pour qui les littératures ou les textes écrits en français n'ont aucun sens ou n'ont pas toujours un intérêt, ignorent quand même le rôle que Frantz Fanon a joué dans leur pays, par exemple. Steve Biko, c'est celui qui lisait. Frantz Fanon a quand même permis au Mandela, parce que quand ils ont découvert les damnés de la terre, peau noire, masque blanc, ça a été leurs armes miraculeuses. Ces textes écrits par quelqu'un qui écrit en français ont changé en partie le destin des Sud-Africains, même ceux qui ne les connaissent pas de nom. So we're talking about some writers who want to write to change society and so on. So yesterday we had a conversation about it where we talked about some Francophone writers, for example, who are not necessarily known in South Africa and so on, but at the end of the day it's all very much interconnected because, for example, Frantz Fanon was very much widely read by Steve Biko and it influenced, like it or not, the course of South African history and of South African politics. Je pense que oui, la philosophie, le roman, le théâtre ont des influences, ne serait-ce que relatives et comment appeler ça, très 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 lentes sur l'évolution de l'histoire humaine. Mais par chance, cette influence n'est pas unidirectionnelle. Ce n'est pas seulement Frantz Fanon qui a influencé Mandela. Mandela était forcément influencé par Gandhi, par Martin Luther King, par beaucoup d'autres choses qui ont même été influencées par autre chose. Donc, mais c'est vrai que la conscientisation précise de la condition du colonisé, Albert Memmi avait déjà écrit plein de choses là-dessus, en même temps que Frantz Fanon. La condition du colonisé, qui était une condition universelle, puisqu'on a assisté ensemble au colloque sur Frantz Fanon à Alger. On a vu des Pakistanais, des Hindous, des Égyptiens, des Iraniens venir. Et c'est vrai que Frantz Fanon a un discours très rationnel sur la condition de coloniser et probablement sur les moyens de se décoloniser. En même temps que cet homme a une lucidité terrible, ce qui a en même temps vu comment le coloniser, le décoloniser peut s'empêtrer dans sa propre décolonisation. C'est comme si Frantz Fanon avait déjà prévu le drame algérien et guinéen. Il faut bien lire, il dit très attention. Si nous faisons comme, si nous reproduisons exactement le technique du colonisateur, nous allons tomber dans le piège. Ça, c'est les deux exemples typiques du drame africain, c'est l'Algérie et la Guinée, qui ont été les deux symboles de l'indépendance africaine, qui ont soutenu l'apartheid, qui ont soutenu l'ANC au maximum. C'est Myriam Makeba, guinéenne, c'est une compatriote. Goban Beki a fait son service militaire en Guinée, le père de Thabo Mbeki, etc. C'est la Guinée qui a créé le comité anti-apartheid aux Nations Unies. D'accord? Donc, on a soutenu l'ANC, on a offert de l'argent pour créer une armée, etc. On a tout fait. L'Algérie aussi a fait pareil. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'Algérie et la Guinée sont l'un des pays qui sont empêtrés dans leur propre décolonisation? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment lu Frantz Fanon. So,
philosophy, novels, theater, and so on all had an influence on human history. And I think that, well, he thinks that this influence is not unidirectional. For example, Mandela, yes, read Biko, but he also read Gandhi, Martin Luther King, and so on. So regarding Fanon as such, the condition of the colonized, as discussed by Fanon, is quite universal. And Fanon has a very rational discourse on the colonized and how one can get caught in the decolonization process. And he says that Fanon is almost as if he predicted the Algerian and the Guinean tragedies. And these two countries are actually symbols of independence in Africa. So he also speaks about the links between South Africa and Guinea, which were very strong during the struggle against apartheid. Guinea supported the ANC against apartheid and so on. And basically, how the decolonization process also can be, actually Fanon's text could be read even closer to see how the decolonization actually is quite tricky and multifaceted. Okay. And Miriam Makeba is Ghanaian. Bon, on va un peu changer de sujet et espérons que les gens vont commencer à sourire un peu. Bon, le thème du festival ici, c'est libérer l'imagination. Quand on parcourt votre œuvre, bon, vous deux, bon, vous partez partout dans le monde. Et des romans se passent au Brésil, au Mexique, en Colombie, en Côte d'Ivoire, en France. Aussi, on voit que souvent, ce sont des êtres qui sont en exil ou des êtres qui bougent tout le temps, qui ne sont pas fixés à un seul endroit. Donc au niveau des personnages, au niveau des histoires, au niveau finalement de l'écriture, est-ce qu'on peut dire que votre œuvre fait preuve d'une libération de l'imagination? So we're going to change subject a bit to go on a happier tone. The theme of the Time of the Writer is freeing your imagination. So both authors' novels are set in different settings in Brazil, Colombia, France, Côte d'Ivoire, and so on. So the protagonists are often travelers. They are not fixed to one place. They are wanderers. So the question is your work in a way an embodiment or an example of that freed imagination? Avant l'imagination, il y a la vie. Je pense que c'est la vie qui amène les gens à imaginer. Parce que la vie est insuffisante. La réalité est maigre. Nous avons tous besoin de rêver. Si l'humanité s'était suffit de la réalité, elle serait encore dans les cavernes. Et c'est l'expérience qui fait que l'imaginaire arrive un jour ou l'autre. Mais la relation de l'imaginaire et l'expérience, c'est quelque chose d'assez compliqué. Comme quand l'œuf et la poule, c'est l'un fait l'autre, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir à un moment donné qu'il faut imaginer. Il faut se recréer soi-même. En se recréant, recréer le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que tout être humain, il suffit du monde tel qu'on le lui donne, reste absolument dans l'impasse. C'est quand l'homme se réinvente lui-même, réinvente le monde qui est autour de lui, qui devient un homme à part entière. C'est là qu'il crée. Il reste avec lui-même, il reste avec les autres. L'imaginaire, c'est le moteur de l'existence. C'est cela qui permet effectivement, comment appeler ça, de sortir de la fatalité. Comme il s'appelle, c'est Marot qui disait que l'art est un antidestin. L'art, c'est l'imaginaire. L'art est un antidestin. Ça veut dire que c'est parce qu'on crée quelque chose qu'on survit au destin préconçu, au destin préétabli de votre propre existence sur la Terre. Et ça, c'est très intéressant. Donc, il faut créer. C'est la poésie, c'est la peinture, c'est la musique qui nous permettent effectivement de nous sortir de la fatalité. So before imagination, there is life, and at the same time, life brings imagination. So the reality in itself is very thin, and we all need to imagine and to dream. So the experience gives way to imagination. As the more we live, the more we can have imagination. And at some point, we need to recreate ourselves as well, and by doing so, we also recreate the world in which we live.
So in that sense, imagination is a driving force of existence, and it allows us to escape the fatality of destiny. And by creating something, we are able to survive our destiny on our preconceived roots, if you like. Oui, c'est vrai, ce n'est pas pour faire une remarque sur le sujet du festival. Moi, j'aurais plutôt dit renouveler l'imagination, puisque bon, si nous avons lu des livres qui nous ont permis d'écrire, c'est que l'imagination était déjà libérée. La vraie question n'est pas libérer l'imagination quand même, parce que parfois quand on écrit, on se demande si notre imagination est à la hauteur des livres que nous avons lus, et assez souvent la réponse est non. C'est plutôt la renouveler pour que notre écriture dise l'expérience individuelle et universelle de notre époque. Est-ce que nous en sommes à la hauteur? Ça, c'est quand même le défi de l'écrivain. Comment renouveler nos imaginations ou nos imaginaires après ce que nous avons eu comme nourriture, ce que les autres ont écrit. Moi, je prends les classiques africains. Bon, ben, je vais parler plutôt de ceux qui m'ont, dès le départ, nourri. Bon, ben, les Mongo Betty, les Ferdinand Oyono, les Kourouma et tout. Je ne suis pas sûr que mon imagination soit à la hauteur de ce qu'ils avaient pour écrire ce qu'ils ont écrit. Ben, la question que je me pose, c'est comment renouveler mon imagination pour dire le monde dans lequel je vis, peut-être aussi bien qu'ils ont dit le leur, au point qu'ils me parlent aujourd'hui encore. Donc l'imagination n'est pas quelque chose qui évoluerait, qui serait en prison à un moment, qui serait libéré à un autre. C'est plutôt qu'à un moment ou à un autre, il y a des écrivains dans l'impasse, ce qu'ils disent ne dit plus rien d'important sur le monde dans lequel ils vivent. So I would say that the question is not really to create imagination, because the real question is actually that we need to reveal the imagination as it is experienced in our time and in our lives. And that's the challenge for writers. For example, he was talking about the readings. When we read what's the imagination according to such and such an author. And as a writer, often we don't think that our imagination is on par with the author's imagination that we are reading, in the sense that what we read is relative to the era it was written in. And therefore, I think that the real issue is to create the imagination for the moment in which we live and we write. Oui, je voudrais peut-être revenir sur ce que Samy a dit lundi, donc quand tous les écrivains se sont présentés, et donc en particulier le rapport avec Nick. Bon, la question est... Oui, Nick sourit déjà. Donc, bon, le point de départ, c'est... Bon, il est vrai que les littératures francophones sont extrêmement mal connues en Afrique du Sud et dans le monde anglophone en général. Et j'ai l'impression que... Bon, c'était finalement une boutade que vous avez faite lundi. C'est plutôt un cri d'appel pour dire, bon, ben, on est l'un à côté de l'autre, mais en même temps, on est étrangers. Donc, finalement, la question, c'est de savoir comment créer ces ponts entre les différentes parties du monde, entre les différentes parties de l'Afrique et entre les différentes langues. The next question, the next question is just to pick up on Sami's intervention when he introduced himself on Monday, and it's a bit in relation to what he said to Nick. He was saying that the Francophone literatures are not very well known in the Anglophone world and in South Africa as well. So, Bernard was saying that on Monday it seems like a flag was raised here to ask how can we bridge the gap between the Anglophone and the Francophone worlds in literature and in culture in general? Vous savez, moi, je pense qu'il n'y a pas grand effort à faire là-dessus que de lire. À partir du moment où le lecteur ne se met pas une frontière dans la tête, tout est possible. Moi, j'avais quel âge? J'avais 11-12 ans quand j'ai lu Pleurs au pays bien-aimé, de Alain Paton, sud-africain. Quand j'avais peut-être 11 ans, à la même époque, quand j'ai appris le massacre de Charpeville,
qui était un événement, la mort de Lumumba. Tout cela. Quand je faisais mon certificat d'études en Guinée, c'est la lettre de Lumumba à sa femme qui était ma dictée, mon certificat d'études. Donc, on était les premières générations conscientes de l'Afrique. Parce que la Guinée était l'un des premiers pays indépendants d'Afrique. On a nationalisé et la littérature, et la géographie, et l'histoire. On a dit, on commence par l'Afrique, d'abord. Ensuite, on apprend les autres choses. Kino Achebe, je l'ai lu très tôt. Wole Soyinka, je l'ai lu très tôt. Richard Wright, Black Boy, c'est l'un des premiers romans que j'ai lus. Donc, il suffit simplement que le lecteur enlève la frontière dans sa tête et c'est fini. On dit, mais oui, ils ne sont pas traduits. Ce n'est pas vrai, ils sont traduits. Les Africains francophones sont traduits en anglais. Les anglophones sont traduits en français. Lisons et cassons les frontières qu'il y a dans nos têtes. Enlevons de la mesquinerie de nous-mêmes. Alors les uns vers les autres, surtout à travers le livre. Il n'y a pas de problème. Lisons, c'est tout. So he says that there's no effort as such that needs to be done, but simply to read. He says he was maybe 11 or 12 years old when he started to read different books on Sharpeville and on different topics related to South Africa. So he's talking about Guinea, saying that we were one of the first countries to be independent, and therefore we were one of the first generation aware of the rest of Africa. So he read at a very early age also Yinka, Chinua Achebe, Black Boy, and so on. So he says, really, the books are translated both in French and in English. So all we need to do is read and break the barriers that are in our minds. Oui, disons, cette question-là, avec le même Nick, hein, nous avions eu plus d'une heure à débattre de ça avec notre aîné André Brink à Saint-Malo. Et André Brink estimait que la langue a établi entre nous des murs plus solides que ce que les gens ont connu à Berlin. C'est-à-dire des frontières qu'on ne peut même plus violer. Derrière la frontière de l'anglais, il y a peut-être le français. On sait qu'il existe pas une grande importance parce qu'on n'a peut-être pas besoin de lui. André Brink est d'ici, mais c'est lui qui le plus déplorait ça. À un moment, j'allais dans son sens. Mais comme c'est un aîné et que j'ai vu qu'à ce moment-là, il souffrait tellement, je lui ai dit, bon, prenons l'exemple du Canada. Ils sont dans le même pays, le Canada anglophone se fout pas mal de ce qui s'écrit au Québec. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup d'auteurs sont traduits. Mais comme je le disais hier, il y a une chose dont on ne prend pas nécessairement conscience. On ne prend pas conscience du fait que les écrivains que nous lisons sont souvent des écrivains publiés hors de ce continent ou connus hors de ce continent avant qu'ils ne soient connus quand même sur le continent, et qu'il y a, quand on parle d'imagination, un bouillonnement littéraire à l'intérieur du continent. Quand on prend les Angolais qui publient en Angola, les Mozambiquais, les Sud-Africains, si je n'étais pas venu ici, je n'aurais pas connu Nick parce qu'il publie ici et qu'il ne serait pas connu comme André Brink. Je ne peux pas me nourrir quand même de ce bouillonnement littéraire sur le continent. Souvent, nous pouvons estimer que ceux qui sont connus sont peut-être les plus intéressants. Mais une chose est sûre quand même dans tous les domaines de la création, c'est quand il y a un bouillonnement avec des bons, des médiocres, des pas bons, des géniaux, qu'il émerge des génies. C'est-à-dire, c'est quand même dans ce bouillonnement que les imaginaires se renouvellent, dans la mesure où, assez souvent, même de quelqu'un qui ne semble pas très intéressant, on peut tirer quelque chose qui devient très grand. Moi, je vais aller loin. On a quand même, parmi les auteurs français, les poètes, les grands poètes connus, Lamartine avec la phrase un seul être vous manque, tout est dépeuplé. Je pense quand même que quand on analyse cette phrase, c'est un poète médiocre qui est venu lui remettre un texte qu'il écrivait parce que sa petite amie, aujourd'hui on dirait tout simplement la meuf dans Ma République de Bobigny, est décédée. Il a écrit quand même à la fin de son petit poème, « Un seul être me manque, tout est dépeuplé ». Lamartine lui dit, si vous l'avez vraiment aimé,
déchirer ces textes médiocres. Ensuite, il prend un seul être me manque et tout est dépeuplé pour en faire un seul être vous manque et tout est dépeuplé. D'un poète obscur médiocre, il tire peut-être ce qui lui reste de son œuvre. So, again, with Nick, they debated that with Andre Brink and Saint-Malo, and they were talking about how language is actually creating a bigger wall than what was in Berlin. So often we know the other language, we know it exists, but because we don't need it, we don't really care, we don't really try to get to know it. He gave the example for in Canada, for example, the Anglophone Canada, that doesn't really know what's happening in Quebec and so on. So he was saying similarly that African writers often are not, they are more known outside of the continent than on the continent itself. So if it was not of him coming to the time of the writer, for example, he wouldn't know so many writers from South Africa, and the same can be said from Angola, Mozambique, and so on. So he says there's different writers, there's different levels of how a writer can be interesting or not. And he gave the example of Lamartine, the French poet, who was given a line by another poet who said, one human is missing and all is gone. So that line was written by that other poet because his girlfriend was deceased. And Lamartine said, well, let's rearrange this line and we can make it a great poetry line. So from a bad writer, he created actually excellency in that sense. Alors, je ne crois pas du tout que la langue soit un mur. La langue est une passerelle. C'est André Brink qui disait ça. Ça m'étonne beaucoup que ça soit venu d'André Brink. Ah, oui. J'ai la chance d'avoir connu André Brink en 1980, sur le plateau d'Apostrophe, avec Bernard Pivot. Et c'était un blanc d'Afrique du Sud, moi un noir. Je vis à cette époque-là en Algérie. On a correspondu tous les deux. Il a enseigné à Bloemfontein, par là, quelque chose comme ça. On s'écrivait tous les deux, André Brink et moi. Et un jour, je vis en Algérie, la police algérienne est venue me voir et m'a dit, comment, vous recevez des lettres d'Afrique du Sud? J'ai dit oui, mais attention, je reçois des lettres d'un blanc d'Afrique du Sud libéral et démocratique et anti-apartheid. Donc, la langue est quelque chose, le langage qui est le fondement de la langue est universel. André Brink et moi, nous avions le même langage. Celui de la démocratie, de la liberté et du respect de l'être humain, quel qu'il soit. Donc on peut s'écrire. Et ça, la police algérienne a compris ça. Mais comment ça, vous recevez de l'aide d'Afrique du Sud? Non, mais oui, mais c'est un blanc d'Afrique du Sud qui est contre l'apartheid, qui, comme moi, comme Bettenbach, comme d'autres, lutte contre l'apartheid. Et voilà, donc ce qui fait qu'après le moment où on a le même langage, les passerelles sont démolies, les passerelles fonctionnent, c'est les murs qui sont démolis. La langue n'est pas un mur. N'importe quel être humain peut parler n'importe quelle autre langue. Si vous dites 2 ou 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an maximum. Il n'y a pas une langue qui est fermée à un être humain. Chaque être humain peut parler n'importe quelle langue du monde. Tout, parce que à la base, le logiciel est le même, c'est le langage. So he's saying that I'm quite surprised to hear that because I don't think that language is a wall as such. He met André Brink when he was in Algeria, and André Brink was teaching in Bloemfontein. And they used to correspond a lot in those days. And one time when he was in Algeria, the police visited him and asking him, how come you are receiving these letters from this white South African against apartheid and so on. So what he's trying to say is that at the end of the day, André Brink and him had the same language, and that was the language of liberty. So language is not necessarily a barrier or a wall. And he thinks that when there's willingness and good spirit in that sense, any human can learn any language. Oui, oui, d'accord. Je te comprends, hein, mais je peux te dire que il n'aurait pas eu la même analyse que toi, parce que c'est vrai, moi j'ai voyagé souvent avec lui, je lui ai même dit, nous avons au-delà de la possibilité de lire des textes traduits comme les tiens, mais la possibilité de nous voir souvent. On a fait une mini-résidence à Alger, on est allé à Bamako plusieurs fois, on se voit en France et tout. Il dit, oui, mais c'est parce que nous nous voyons.
Moi, je ne parle pas de nous que nous voyons ou vous m'avez lu. Non, je parle quand même de tout ce continent. Et que, contrairement à ce qu'on pense, la circulation est faible. C'est-à-dire ce qu'on connaît des autres est faible. Et c'est peut-être là qu'il y a une différence. Je pense que on ne peut pas non plus ne pas voir parfois qu'il y a un problème, puisque souvent, nous avons, c'est vrai, nous tous, hein, l'habitude d'évacuer les problèmes en les niant. Quand on prend n'importe quel continent, je pense quand même que en dehors de ce qu'est devenu l'anglais, un peu plus fermé de plus en plus, le nombre de livres traduits, par exemple, quand on prend l'Europe, le nombre d'auteurs français qui ne sont pas nécessairement connus, qui sont traduits dans toutes les autres langues européennes, ou les Européens qui sont traduits. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de circulation, au moins théorique. Il y a quand même ces possibilités-là. Ce dont moi je parlais hier, c'est que une bonne partie des productions sur le continent, il n'y a pas de traduction. C'est pour ça que je disais, par exemple, il faudrait qu'un jour, les éditeurs africains aussi entament ce travail-là pour des auteurs qui n'ont aucune chance d'être connus ailleurs, parce que s'ils publient au Togo, en Guinée, chez toi, ici, ils ne seront quand même pas traduits à Londres ou aux États-Unis. C'est-à-dire que les éditeurs sur le continent fassent ce travail-là pour que les textes, les imaginaires circulent mieux qu'ils ne le font aujourd'hui. Au-delà du problème des frontières que les uns ou les autres peuvent avoir à l'intérieur d'eux-mêmes. Là, c'est vrai que c'est un problème qui pourrait être personnel. Mais si un auteur sud-africain n'est pas traduit, qu'il soit bon ou pas, qu'on soit fermé ou pas, si on ne lit pas l'anglais, on ne peut pas le lire. Ça, c'est ce que je veux dire. Et c'est de ça que nous parlions, c'est de ça que nous discutions. Et André Brink était quand même beaucoup plus alarmiste que moi. J'étais plutôt obligé de devenir celui qui console un homme qui semblait me battre sur le plan du pessimisme. Parce que je pensais au moins détenir la palme d'or sur ce plan-là, mais je me suis rendu compte qu'il était plus pessimiste que moi. J'ai été obligé de me rendre optimiste pour lui rendre service, tu vois. So, he's saying that I understand, but I can tell you that there is another angle to that issue, because the issue is that we can read translation, yes, but the real issue is that I've met many times with André Brink in Bamako and so on. So the problem is regarding the circulation and the knowledge on the continent. So there is a problem at that level, and we can't solve this problem by denying it. So, for example, the number of titles that are translated in European literature in different European languages is quite high, and there is a circulation of ideas on the European continent on that regards. But when we look at books from Africa, most of them are not translated or are not as much translated. So he says that the African publishers should actually look at translating more African writers so that they can circulate more on the continent. And of course, there is some problems some individuals can have about being closed-minded, etc., but that's not really what he was referring to. He was more talking about the circulation of ideas and of literature on the African continent. So he's saying that he doesn't want to be too pessimistic, but that's the issue that he was also discussing with Brink. He thought he was the most pessimistic person in the world, but then when he met André Brink, he discovered he was not. Ok, cela nous mène, je crois, à la dernière question avant d'ouvrir le débat. Justement, l'édition et la traduction. Je crois que tous les deux, vous avez mené des expériences assez intéressantes. Samy, ton dernier roman est publié dans une maison d'édition africaine, Odem à Libreville. Donc normalement, on part d'une maison africaine pour être publié à Paris. Vous avez fait le voyage du retour. Donc parlez un peu de cette expérience et en quoi elle est importante. Et Tierno, si je comprends bien, ton dernier roman, la traduction est faite par une maison c'est une maison d'édition du Ghana qui s'occupe de tout cela. Donc là aussi, il parle un peu de l'expérience et de l'importance de ce qui se passe.
So I'm just going to translate the question. This is the last question before opening the floor. So it's regarding translation and publishing. So both authors had experience with this. Sami, his latest novel was published in Libreville. So it came, since he lives in Paris, it came back to Africa to be published. And in the case of Tierno, the translation of his latest novel, or of one of his novels, was made by a Ghanaian publishing house. So he would like them to talk about this experience. Moi, je peux dire que l'aventure a été suscitée par l'éditeur qui est peut-être quelque part dans la salle, à moins qu'il soit parti entre-temps. C'est Pierre Ndembi qui m'a envoyé un mail quand j'étais même à Boston, où j'aurais même pu aller au marathon où il y avait eu l'attentat. Il m'a envoyé un mail en me demandant un texte dans le cadre d'un colloque pour le professeur Papa Samba Diop. Je lui ai répondu favorablement parce que c'est une expérience que moi, j'aurais voulu faire de moi-même. Je l'ai tenté avec un éditeur togolais, Graines de Pensée, qui ne semblait pas avoir les moyens de mener l'aventure quand même à terme, parce que il faut des subventions qu'elle ne peut pas obtenir. Un éditeur me propose cette aventure-là. Je me suis dit, c'est peut-être une sorte de destin. Je ne crois pas tellement au destin, mais là je peux dire c'est une sorte de destin, puisque contrairement à ce que nous pouvons à un moment, dans une sorte de frustration, déclarer, il y a quand même une réflexion au fur et à mesure que le temps passe quand même. C'est vrai, on se dit, nous publions des livres, c'est vrai. Nous avons des éditeurs qui sont plus ou moins intéressants, c'est vrai, qui donnent des avaloirs plus ou moins intéressants, c'est vrai. Mais des livres qu'ils se soient vendus ou pas, restent quand même assez souvent, sinon toujours d'ailleurs, des livres interchangeables dans le monde où ils sont publiés. Je vais dire, je ne vois pas ce que ça apporte en France, ce que nous publions. Il ne faut pas non plus qu'on se fasse des illusions. Si on ne publiait pas, ça ne changerait rien quand même à la production en langue française en France. On publie, c'est peut-être que ça augmente un peu le problème des auteurs français, parce que ça fait plus d'auteurs qu'il faut essayer d'écouler sur le même marché. Il y a des moments où on se pose la question du sens de ce qu'on écrit. On se dit peut-être que la réception, moi j'ai quand même une petite idée pour le dire. J'aspire ou j'ai une surface de réception plus grande dans le monde français, mais ce qui va manquer, c'est la densité de réception. C'est-à-dire, en France, on me lit comme un livre qu'on a lu, qu'on peut oublier, c'est quand même un livre jetable. D'ailleurs, assez souvent, si je veux racheter mon livre, je vais sur Price Minister, je vois que beaucoup de ceux qui l'ont acheté l'ont déjà revendu. Je peux l'acheter à 2 centimes ou à 90 centimes. C'est-à-dire, il n'a pas le sens qu'un livre peut avoir. Chaque fois que je suis dans un pays où un livre d'un auteur a eu un sens, je me pose cette question-là, quel jour j'aurai un livre qui aura un sens? J'étais avec Tierno en Algérie. Quand on entend les Algériens, malgré tout ce qu'on peut dire de leur lecture pas assez profonde de Fanon, quand même, nous avons vu lors du colloque que c'est quand même un mythe dans ce pays-là, Fanon. Nous avons vu aussi Nejma de Kateb Yassine, c'est vraiment un mythe. Il a été publié en France, ce n'est pas en France qu'on parlerait vraiment de Nejma. En Algérie, ça fait sens. À un moment, j'aspire aussi à ce qu'au-delà du nombre d'exemplaires écoulés, il y ait un sens de ce que j'écris. Et je pense quand même que, contrairement à ce que certains proverbes ou dictons disent, on n'est jamais prophète chez soi, la littérature et beaucoup de domaines de ce genre sont des domaines où on est en réalité prophète que chez soi, parce que je connais beaucoup d'écrivains français, comme l'Ecclésio,
prix Nobel, quand même un grand écrivain comme Modiano. Il suffit de sortir de la France, ils ne sont pas si connus que ça, mais ils sont des prophètes en France. Et moi, j'aurais voulu être prophète quelque part. Et je me suis dit, quand Pierre m'a proposé cette aventure, à défaut de l'être au Togo, si je peux être prophète au Gabon, ben j'applaudirais de 20 doigts quand même. Ouais. So this experience of translation was actually solicited by a publisher who approached me. It's Pierre Dermy, Pierre Ndemi. who emailed me while I was in Boston asking me for a text for a colloque on Diop. And I had previously approached Togolese publishers, but it always seemed a challenge to actually get a translation done for different reasons. So when I was approached, I thought that was a strike of luck, because at the end of the day, we publish books. We have publishers, some are more interesting than others, and so on. But when you really think of it, our literary output, yes, contributes to the market, but we don't really make such a big difference on the literary market. So he's talking now about the different kinds of reception. So in France, for example, he says he has bigger receptions in terms of surface and in terms of number. But when somebody has read the book and finished reading it, he can find the book on Amazon for a few cents, really. And what he strives for is more of a meaningful reception. He gives the example in Algeria, where Frantz Fanon is a myth, where he is very meaningfully received and read. So for him, the meaningfulness of reception is much more important than the numbers in publishing. So literature is a field where we are, it seems, only a prophet at home, and he gave the example of Le Clésio and different writers. And so he said, well, I thought if I cannot be a prophet in Togo, then let me be a prophet in Gabon. Oui, Thierno. Oui, Thierno, vas-y. Traduction. Quelle était la question déjà? La traduction au Ghana. de La ton traduction livre, du la dernier traduction roman. par l'éditeur ghanéen. Par hasard, mon dernier roman qui s'appelle Le Terroriste Noir va avoir une traduction qui est la première d'ailleurs. Là, vraiment, je suis fier d'être africain, de ce point de vue-là, puisque le Ghana, que je ne connaissais pas du tout, je l'ai visité il y a 2 ans. Quand j'ai vu le Ghana fonctionner, j'étais fier d'être noir. C'est un pays qui fonctionne très bien. Et par chance, un éditeur ghanéen a acheté les droits d'auteur, droits de traduction de mon roman, mon nouveau roman, qui est sorti il y a 1 an et demi, pour le Ghana et pour l'ensemble des États-Unis. C'est formidable. Donc, ce n'est pas les Américains qui achètent des droits aux États-Unis, en Afrique, c'est un Africain qui achète des droits en Afrique et aux États-Unis. C'est formidable. So the book in question was Le Terroriste Noir, literally translated as The Black Terrorist. So he says when that book was translated, it was a very proud moment for him, because when he went to Ghana, he was also very proud to be an African, because what happened is that this Ghanaian publisher was actually buying the rights for the books and then distributing them in English for the Anglophone market and the American market. So it was not the case of a publisher from the United States coming to buy the rights of the books, but rather the African publisher doing this translation. Oui, merci beaucoup. So we open up the floor. I don't know how much time we have left, but please keep your questions as short as you can. Just short questions, and because the answers are more important than the questions. Thank you. Okay, I think mine is more of a comment really when you're talking about the translations. And in fact, we've been having this conversation all through this festival. And I was lucky to go to Algeria for a literary festival, and the woman who was facilitating my panel had actually summarized and translated my book for the audience. But perhaps because we're in an institution of higher learning, maybe this is something we should throw the gauntlet to UKZN and other universities, which actually have French as part of their whatever, so that as part of academia, they translate some of the books that we have from French to English, English to French, Portuguese, etc., so that we can actually read each other.
because the only Francophone writers I've actually read, Amadou Kourouma, because it's been translated into English, and Leonora Miano. Yeah. OK. Donc, elle dit qu'elles ont parlé souvent de la traduction, que c'est une discussion, un débat constant. Et par exemple, quand elle est allée en Algérie, l'animateur de la session sur laquelle elle était a traduit son livre pour le public qui était présent assez rapidement, mais pour le public. Donc, elle dit qu'en fait, ça pourrait être intéressant de poser ce défi au monde universitaire, de justement traduire de plus en plus de livres afin d'ouvrir un dialogue. Parce qu'elle a nommé, par exemple, Amadou Kourouma, qui est le livre le plus souvent lu par un public anglophone, parce que c'est un des livres qui a été traduit en français, justement. En anglais. Oui. Je pense franchement que le problème de la traduction ne se pose pas. On l'a dit hier et répété 1000 fois, c'est pas vrai. Yes, yes. Excuse-moi, pardon? No, it is a response, yes. Excuse-moi. Non, vas-y. Oh, parle. Je peux y aller ou pas? Oui, parle. Comme ça va. Non, mais je pense. C'est une erreur, quoi. Non, vas-y. Le problème de la traduction ne se pose pas. Encore une fois, les livres sont traduits. Ce n'est pas la peine de pleurer sur un truc qui n'existe pas. Les livres des francophones sont traduits en anglais. Les livres des anglophones sont traduits en français. Il suffit de lire et de faire diffuser. Ne pleurez pas ce qui n'existe pas. Ce n'est pas vrai, c'est traduit. Quand même. He's saying that the translation issue is actually not so much a problem because the translations exist. So let's not create a problem when there is none. Comment? Qui ça? Samy. Moi? Tu n'es pas traduit en anglais? Non. Pas encore? Non, pas non. Quel âge as-tu, toi? Non, mais attends. So- Moi, ce que j'ai dit, ça ne contredit rien. Toi, tu publies à Paris. Amadou Kourouma, c'est quand même un auteur mondialement connu. Je peux dire, les Anglais, tu vois, par exemple, ton livre, Le Renaudot, il est traduit et publié par Amazon, pas par les grandes maisons d'édition anglaises, américaines ou britanniques. Ça pose un problème. Et je peux te dire que les auteurs français traduits en anglais, il n'y en a pas autant que ceux qui sont traduits en espagnol ou en allemand. Donc, quand tu dis ce n'est pas vrai, c'est traduit, je pense que tu confonds peut-être l'expérience de, on a traduit mon texte ou un de mes textes, on a traduit les auteurs connus comme Kourouma et tout, avec traduit. Il y a même des auteurs africains qu'on considérerait comme traduits. Ils n'ont pas été traduits au sens où on l'entendrait, c'est-à-dire le monde du livre les a pris en charge. Ils sont traduits par des universités qui les ont au programme. Je connais pas mal d'auteurs africains, ils ne sont traduits que par les universités américaines qui les ont au programme. Moi, je n'appelle pas ça traduction, c'est pour 10 étudiants. Les pauvres, si le livre est au programme, il faut qu'ils l'achètent, ils sont obligés. Je ne parle pas de ça, je parle quand même de la circulation des livres. Et ça, tu as quand même quelques auteurs comme Amadou Kourouma. Amadou Kourouma, lui, il est traduit et il se vend en anglais. Mais il y a pas mal d'auteurs, même si tu as un livre en anglais, ça dépend de tu es traduit où, qui a publié et ça circule où. Et ce n'est pas aussi vrai que les livres sont traduits en anglais quand on sait que le monde anglophone est celui qui traduit le moins aujourd'hui. Tous les éditeurs, même les grands éditeurs le disent. Traduire un livre en anglais est le défi le plus dur qu'ils ont, même des maisons comme Gallimard. Ce n'est pas, ça dit traduire en anglais n'est pas une chose qui arrive couramment. C'est vrai, Amazon va quand même réduire en partie le problème, mais jusqu'à preuve du contraire, Amazon n'est pas un éditeur qu'on aurait considéré comme celui auquel on pense pour un livre qui a eu le Renaudot quand même. Je vais dire, si tu ne vois pas que c'est un problème, qu'un livre qui a eu le Renaudot soit traduit par Amazon, ça montre quand même que même quand ils sont primés, ça n'a pas l'engouement des grands éditeurs en langue anglaise. Parce qu'Amazon, ce n'est pas un éditeur. Je suis désolé. Je t'ai dit, il n'y a pas d'engouement
Parce que c'est quand même un livre qui a eu un prix, et l'un des plus grands prix en langue française, et ça n'intéresse pas les éditeurs. Or, toi, tu publies chez Le Seuil, et c'est en France. Je ne parle pas de quelqu'un qui publie à Dakar. Voilà. So he's saying, for example, your novel is some novels that are translated by themselves on Amazon because they are through some American publishers and some big publishing companies. But I think maybe he might be confusing the issues because some African writers are translated, for example, by American universities because they are on the curriculum and the students have to buy that book because it's compulsory, so maybe 10 students will buy the translation of the book. But what he's talking about, Sami, is really about the proper translation circulation by big publishing houses, not by those Amazon who he doesn't really consider like a publisher in any case. So the English world is known nowadays to be one of the linguistic sphere where there's less translation than any other languages. So then again, reiterating the fact that Amazon is not really a publisher as such. So it is a problem because even a prize-winning author or a prize-winning book is translated by something like Amazon. So it should be actually from a proper big renowned publishing house. And maybe the case is different, he says, for you, because you are published by Le Seuil, which is quite a renowned publishing house in Paris, for example, but it's different for an author who's in Dakar. C'est vrai que je suis plus âgé que toi, de loin, ce qui fait que j'ai tendance à être un peu passéiste. Moi, en fait, quand je lis traduction, je parle sur des années 50, 60, 70, et même début 80. Dans ces années-là, les traductions ne se faisaient pas vers les États-Unis, mais vers l'Angleterre. Ah, oui. En Angleterre, pratiquement chaque fois qu'un écrivain africain écrivait un roman, il était automatiquement traduit en anglais. C'est vrai. Et tu as le Times, qui est l'un des journaux les plus ouverts au monde, parce que le Times, c'est le seul journal au monde qui fait des articles sur un livre qui n'est pas encore traduit en anglais. Il peut faire une ou deux pages sur un livre écrit en japonais ou en chinois ou en arabe ou en français sans aucun problème. Mais c'est vrai que depuis quelques années, le problème de la traduction se pose dans le monde entier. Et en revanche, si tu considères que les presses universitaires aux États-Unis, c'est fait pour les étudiants, ce n'est pas vrai. Les presses universitaires américaines, ce sont des maisons d'édition à part entière. Et Virginia Press University est une des maisons les plus prestigieuses aux États-Unis. C'est une maison d'édition qui vend parfois autant que les maisons d'édition traditionnelles, disons classiques. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, la traduction est beaucoup plus réduite et lente qu'en Angleterre dans les années dont je parle, 50, 60, 70. Ce qui est intéressant à dire, c'est que les grands livres anciens, peut-être pas ceux d'aujourd'hui, africains en langue française sont pratiquement tous traduits en langue anglaise, en tout cas aux États-Unis. Longman a beaucoup traduit les Africains. Semen Ousmane, Cheikh Hamidou Kane, Ampateba, Kamara Lai, Senghor, Césaire, comment il s'appelle, Yambo Ologuen, Amadou Kourma, mais aussi l'autre, comment il s'appelle, cet homme que j'adore, qui a été ministre au Cameroun, que je déteste à cause de ça. Comment il s'appelle, Ferdinand Oyono, les classiques. Une vie de boy. C'est traduit. Et moi, tu me disais qu'il faut connaître l'écrivain. Non, mais moi, je ne connais pas Dostoïevski, je ne parle pas russe. Mais j'ai rencontré Dostoïevski dans ses livres. La meilleure rencontre avec un écrivain, c'est dans ses livres. Ce n'est pas dans son pays, c'est dans son livre. Et justement, c'est pour ça qu'il faut le rencontrer. Je suis d'accord avec toi sur ce point. On va terminer quand même sur un accord. So he says, maybe it's because I'm a bit older and then I'm thinking about the translation and the publishing scene as it was in the 70s and the 60s. But when I speak of when he speaks of translations, he thinks of translation in British English as well. And it's true that for the past few years, translation has been an issue everywhere in the world. But he thinks, on the other hand, that university presses are sometimes very good publishing houses, and some of them are even as prestigious
as the traditional renowned publishing houses. So he's saying that almost all seminal African literature has been translated into American English. So he went on to name a couple of authors. So he says, for example, I don't speak Russian, and I read Dostoevsky through translation. So Sami said that on that note they agree, and maybe they should conclude on a positive agreement. Oui, donc comme tout le monde est d'accord, on va s'arrêter. So thank you very much. I think we've exceeded our time a little bit. We're really sorry, but French people, they like talking, and I think they should have allowed us double the time because there was a translation. Thank you very much to Rachel. It was long pieces and not always very easy, but yeah, I think it came over very well. Merci. And thank you to all of you, and see you next time. Good God,